Léon Tolstoï. Maître et serviteur. C'était le lendemain de la Saint-Nicolas d'hiver, qui était la fête de la paroisse, et Vassili Andreïtch Brekhounov, appartenant à la seconde guilde des marchands, ne pouvait s'absenter. Il lui fallait être à l'église, il était marguillier, et il lui fallait aussi recevoir et régaler chez lui les parents et les amis. Mais lorsque ces derniers hôtes l'eurent quitté, Vassili Andreïtch se mit aussitôt en devoir de se préparer à partir. Il se disposait à se rendre chez un propriétaire du voisinage pour lui acheter une forêt qu'il marchandait déjà depuis longtemps. Vassili Andreïtch se hâtait, car il craignait fort que les marchands de la ville voisine ne vinssent lui enlever cette affaire avantageuse. Le jeune propriétaire n'exigeait pour la forêt que 10 000 roubles, pour la seule raison que Vassili Andreïtch lui en offrait 7. Or, ces 7 000 roubles ne représentaient que le tiers de la valeur réelle de la forêt. Vassili Andreïtch aurait réussi peut-être à obtenir encore un certain rabais, car la forêt se trouvait dans sa région, et il était déjà depuis longtemps convenu entre tous les marchands du district qu'aucun d'eux ne pouvait élever les prix dans la région réservée à son voisin. Mais il avait appris que les marchands de bois de la ville gouvernementale se disposaient à venir marchander la forêt de Goryatchkino. Il résolut donc de partir aussitôt et de terminer l'affaire avec le propriétaire. Aussi, dès que la fête fut terminée, il prit dans son coffre 700 roubles, y ajouta 2300 roubles de la caisse de l'église qu'il détenait, pour avoir en tout 3000 roubles. Compta soigneusement cet argent, le plia dans son portefeuille et se disposa à partir. Son garçon de ferme, Nikita, le seul des serviteurs de Vassili Andreïtch qui ne fut pas ivre ce jour-là, courut atteler. Nikita n'était pas ivre ce jour-là parce qu'il était un ivrogne et qu'après avoir vendu pour boire ses bottes et ses vêtements neufs, il avait fait le vœu de ne plus boire et ne buvait plus en effet depuis 2 mois. Il avait même résisté à la tentation de ces 2 jours de fête pendant lesquels il avait vu l'eau-de-vie couler à flot autour de lui. Âgé de 50 ans, Nikita, un paysan du village voisin, avait passé la plus grande partie de sa vie à travailler dans les maisons et sur les terres des autres. Ce n'était pas un propriétaire, disait-on de lui. On l'estimait partout pour son ardeur à la besogne, pour son adresse, pour sa force et surtout pour sa bonté et son caractère agréable. Mais il ne restait jamais longtemps en place, car 2 fois l'an, ou plus souvent même parfois, il se mettait à boire, et alors non seulement il se dépouillait pour boire de tout ce qu'il avait, mais il devenait querelleur et turbulent. Vassili Andreïtch, lui aussi, l'avait déjà maintes fois mis à la porte. Mais il le reprenait cependant, à cause de son honnêteté, de sa bonté pour les animaux, à cause principalement de ses modestes exigences. Vassili Andreïtch payait à Nikita non pas 80 roubles, coût normal d'un tel ouvrier, mais 40 roubles, qui étaient d'ailleurs versés à Nikita par petits acomptes, et la plupart du temps, non pas en argent, mais en marchandises que la boutique de Vassili Andreïtch lui livrait à des prix très élevés. La femme de Nikita, Marfa, une ménagère alerte et adroite, qui dans le temps avait été belle, travaillait à la maison avec un garçon et 2 filles. Elle n'insistait pas pour que Nikita vécût avec eux, car si elle faisait ce qu'elle voulait de son mari lorsqu'il ne buvait pas, elle le craignait comme le feu dès qu'il s'enivrait. S'étant un jour enivré à la maison, Nikita, probablement pour se venger sur sa femme de sa sujétion, brisa son coffre, s'empara de ses plus beaux atours, prit une hache et coupa en petits morceaux sur un billot toutes ses robes et ses sarafanes. Tout l'argent gagné par Nikita était remis directement à sa femme, et Nikita ne protestait jamais. Il en fut de même cette fois, 2 jours avant la fête. Marfa vint chez Vassili Andreïtch et prit dans sa boutique de la farine blanche, du thé, du sucre,
une demi-bouteille d'eau de vie, pour 3 roubles au total, plus 5 roubles en argent. Et elle remercia Vassili Andreitch pour tout cela, comme s'il lui avait accordé une grande grâce. Or, il lui devait une 20aine de roubles, en comptant au plus bas prix. « Nous n'avons pas conclu de contrat, n'est-ce pas ?» disait Vassili Andreitch à Nikita. « Si tu as besoin de quelque chose, prends-le. Tu me le paieras en travail. Chez moi, ce n'est pas comme chez les autres. Attends un peu, et puis des décomptes, et puis des amendes. Chez nous autres, c'est sur l'honneur. Tu es à mon service, et moi, je ne t'abandonne pas. » En parlant ainsi, Vassili Andreitch était sincèrement convaincu qu'il était le bienfaiteur de Nikita. Telle était sa force de persuasion, et tant ceux, à commencer par Nikita, qui dépendaient de son argent, soutenaient en lui cette conviction qu'il ne trompait pas les gens, mais les couvrait de bienfaits. « Oui, je comprends, Vassili Andreitch. Je crois que je travaille, que je fais de mon mieux, comme si c'était pour mon père. Je comprends très bien, répondait Nikita, sachant parfaitement que Vassili Andreitch le trompait et sentant en même temps qu'il était inutile même d'essayer de tirer au clair ses comptes avec lui, mais qu'il fallait bien rester là, tant qu'il n'avait pas d'autre place, et prendre ce qu'on lui donnait. Maintenant, ayant reçu l'ordre d'atteler, Nikita, gaiement comme toujours et plein de bonne volonté, se dirigea vers le hangar de ce pas léger et alerte qui lui était coutumier, bien qu'il marchât comme une oie, les pieds en dedans. Il enleva du clou la lourde bride garnie de pompons, et, faisant résonner les gourmettes du mort, il pénétra dans l'étable où était enfermé à part le cheval que Vassili Andreitch lui avait donné l'ordre d'atteler. « Eh bien quoi, tu t'ennuies ? Tu t'ennuies, petit bêta ?» dit Nikita en réponse au hennissement accueillant dont le salua, les talons bais, de taille moyenne, bien bâtis, à la croupe quelque peu tombante, qui se trouvait seule dans l'étable. « Allons, allons, ne te dépêche pas, attends que je te fasse d'abord boire. » Il parlait au cheval tout à fait comme on parle aux hommes, ayant essuyé du pan de son sarrau le dos du cheval, un dos gras marqué au milieu d'une rigole, pelé et poussiéreux, il passa la jeune et jolie tête de l'étalon dans la bride, dégagea les oreilles et la crinière, et le mena boire. Aussitôt qu'il fut sorti à pas prudent de l'étable remplie de fumier, le bey se mit à caracoler et à volter, faisant mine de vouloir envoyer une ruade à Nikita, qui l'accompagnait en courant vers le puits. « Joue un peu pour voir, joue un peu, canaille !» disait Nikita, qui savait bien avec quelle prudence le bey lançait sa jambe de derrière, non pas pour le frapper, mais pour toucher seulement en manière de jeu sa pelisse graisseuse, et qui aimait beaucoup cette habitude du cheval. S'étant abreuvé d'eau glacée, le cheval soupira, agitant ses lèvres fermes, toutes mouillées, d'où tombaient dans l'auge des gouttes transparentes. Puis il demeura immobile, comme plongé dans ses réflexions, et soudain s'ébroua bruyamment. « Tu n'en veux plus, tant pis, je le saurai. N'en demande plus, fit Nikita, expliquant sa conduite au bey, très sérieusement et en détail. Et il repartit en courant vers le hangar, tirant par le licou le jeune cheval tout joyeux qui piaffait et remplissait la cour de bruit. Tous les serviteurs étaient absents. Il n'y avait dans la cour qu'un étranger, le mari de la cuisinière, venu pour la fête. « Va lui demander, cher Ram, lui dit Nikita, à quel traîneau il faut atteler le cheval, au grand ou bien au petit ?» Le mari de la cuisinière entra dans la maison au toit de fer, bâti sur de hautes fondations, et en ressortit bientôt, rapportant l'ordre d'atteler le cheval au petit traîneau. Nikita, pendant ce temps, avait déjà passé au cheval son collier et attaché la sellette garnie de clous. D'une main, portant la légère douga, le demi-cercle qu'on place au-dessus de la tête du cheval, et de l'autre, tirant le cheval, il se dirigea vers les 2 traîneaux sous le hangar. « Eh bien, attelons-le au petit, dit-il, en introduisant dans les brancards l'intelligent animal qui faisait tout le temps mine de vouloir le mordre. Lorsque tout fut presque terminé, et qu'il ne resta plus qu'à fixer les guides, Nikita dit au mari de la cuisinière de lui apporter une botte de paille de la grange et le balin. « Ça va bien comme ça, allons, allons, ne te hérisse pas, disait Nikita, en tassant dans le traîneau la paille d'avoine fraîchement battue qui venait de lui être apportée. Et maintenant, nous allons étendre la serpillière et par-dessus le balin. Voilà, comme ça. Ainsi, on sera bien installé, disait-il.
et il faisait comme il disait, repliant le balin sous la paille amassée autour du siège. « Eh bien voilà. Merci, ma chère âme, dit Nikita au mari de la cuisinière. À deux, ça va plus vite. » Et ayant dénoué les guides en cuir qui se terminaient par un anneau, Nikita sauta sur le rebord du traîneau, et à travers la cour, couverte de fumier gelé, il dirigea vers la porte cochère la brave bête qui ne demandait qu'à trotter. « Oncle Nikita, petit oncle, hé, petit oncle !» s'écria d'une voix aiguë un garçonnet de 7 ans en pelisse noire, en bonnet de fourrure, chaussé de bottes neuves en feutre blanc, et qui sortait en courant de la maison. « Prends-moi !» demanda-t-il en boutonnant hâtivement sa courte pelisse. « Accours, viens vite, mon petit pigeon, dit Nikita en arrêtant le cheval. Il fit monter dans le traîneau le fils de son maître, dont le pâle et maigre visage s'illumina de joie. Il était plus de 2 heures, il faisait froid, près de 10 degrés, et brumeux. Il y avait du vent. La moitié du ciel était couverte d'une nuée basse et sombre. Dans la cour, l'air était calme, mais dans la rue, le vent soufflait assez fort. Il balayait la neige amoncelée sur le toit du hangar voisin et soulevait des tourbillons au coin, près des bains. À peine Nikita, passant sous la porte cochère, se fut arrêté devant le perron, que Vassili Andreitch, une cigarette aux lèvres et vêtu d'une pelisse de mouton fortement serrée très bas à la taille par une ceinture, sortit du vestibule en faisant grincer sous ses bottes de feutre garnies de cuir la couche de neige durcie qui recouvrait le perron. Il s'arrêta, aspira une dernière bouffée de fumée, jeta le bout de la cigarette, l'écrasa sous son pied, et chassant la fumée à travers ses moustaches, examinant le cheval du coin de l'œil, il se mit à arranger des deux côtés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.